Donc je vous propose, pour commencer, alors c'est un peu particulier puisqu'on est en direct, oui. Nos propos sont retransmis avec un différé, mais seront retransmis. Mais je vais désigner d'abord une secrétaire de séance ou un secrétaire de séance. Est-ce que Géraldine, tu acceptes cette mission ou est-ce qu'il y a d'autres candidats? Géraldine accepte. Est-ce que vous en êtes d'accord? Oui. Voilà. Et puis, donc, je vais vous demander de vous lever en hommage, juste avant, en hommage à Samuel Paty. Ça a été demandé par le gouvernement que chaque séance délibérative de conseils municipaux, régionaux, départementaux rende hommage au professeur d'histoire géo qui a été assassiné le 16 octobre dernier. Donc, je vous propose d'observer en sa mémoire une minute de silence. Je vous remercie. Samuel Paty, c'est un professeur d'histoire qui a enseigné la liberté d'expression à ses élèves et qui a été assassiné, décapité. On a tous été horrifiés par cette tragédie juste avant les vacances de la Toussaint, il y a bientôt 2 mois. Mais on n'a pas eu de séance de conseil municipal depuis ce drame. Et puis, évidemment, on rend hommage à cet acte qu'il a eu de parler librement, parce que dans ce pays, c'est notre ADN que d'avoir cette liberté d'expression et de provoquer par la liberté d'expression la réflexion chez nos jeunes. Et donc, je pense qu'on se rejoint sur ces valeurs. Et puis, j'aimerais aussi qu'on rende hommage à Valéry Giscard d'Estaing, président de la République qui s'est éteint il y a quelques jours. Un grand Européen qui a changé aussi l'image de la France dans les années 70, notamment par réduire la majorité de 21 à 18 ans, de la loi anti-IVG, le grand Européen qu'il était, convaincu, avec sans doute quelques années d'avance sur la monnaie unique. Enfin, c'était un réformateur moderne, qui était venu souvent dans le Morbihan, qui aimait bien la Bretagne, les Morbihan en particulier. Il était venu à Sainte-Anne-d'Auray, à Ouate, dans beaucoup de régions de France, mais dans le Morbihan en particulier. Et donc voilà, on pensait aussi pour cet homme d'État qui a marqué l'histoire de France du XXe siècle. Voilà, nous passons donc à l'ordre du jour. Attendez. Je reprenne. Est-ce que tout le monde a la connexion qui va bien pour... Non, d'accord. Vous avez le support papier, rassurez-moi. Si vous n'avez pas la connexion. Alors, le premier sujet, c'est un rapport annuel que nous voyons ce soir sur le rapport sur le prix et la qualité du service public de la gestion des déchets ménagers et assimilés. Donc, c'est un rapport que vous aviez en annexe. Ah pardon, je n'ai pas mis au vote le procès verbal de la séance du 5 octobre. Pardon, excusez-moi. Merci, c'est vrai. Est-ce qu'il y a des observations sur ce procès verbal? On ne voit pas. On le met donc au vote. Je propose de l'adopter. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Donc le rapport annuel, donc le point suivant, le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de la gestion des déchets ménagers. Donc vous l'avez eu en annexe. Donc c'est une compétence communautaire et puis nous sommes membres du territoire d'Aurec-Quiberon-Terre-Atlantique et ce rapport a été d'abord présenté au conseil communautaire. Il doit être représenté dans chaque conseil municipal. C'est le cas pour la commune. Donc la collecte d'ordures ménagères est donc organisée à différentes échelles. Pour la commune de Brec, il y a un ramassage hebdomadaire chaque jeudi, mais vous voyez bien que sur le littoral, il y a 2 ramassages par semaine dans l'année, et puis en période estivale, certains c'est tous les jours, dans les campings par exemple. Donc voilà, il y a toutes ces particularités qui sont affichées dans le rapport. Donc sur la commune de Brec,
donc le ramassage est effectué chaque jeudi avec donc les containers. Bon, on revient un peu sur l'état des lieux du parc. Et puis, ce qui est intéressant, c'est surtout le comparatif des tonnages et de l'effet des déchetteries sur le tonnage individuel. Et on voit bien que l'automatisme des habitants est d'aller aussi porter ces déchets verts vers les déchetteries. On en a deux qui sont proches de la commune. Il y a celle de Pluvigné pour la partie nord, et puis il y a celle de Crac pour la partie plus côté gare, ou celle de Sainte-Anne-d'Auray. Donc on est bien entouré. Et donc on peut y trouver de quoi y laisser les déchets verts, mais aussi tout ce qui est électrique, électronique, ce qui permet de voir. Et on voit bien dans les chiffres qu'il y a une augmentation du tonnage dans les déchetteries, et notamment dans la valorisation des tonnages. Le bois, donc il y a une deuxième vie aux déchets qui sont triés et qui sont évacués. Il y a aussi sur les déchets verts, et c'est des tonnages assez importants. Et puis donc il y a aussi un volet sur l'usine d'incinération qui est à Ploërnel, qui verra la fin de son existence actuelle en 2023, donc dans 3 ans. Fin d'année 2023, l'usine d'incinération n'existera plus. Et donc on est à l'échelle communautaire en train de travailler avec les territoires voisins, notamment Lorient Agglomération et puis Vannes Agglomération, Goave du Morbihan, Vannes Agglomération, pour travailler à plusieurs territoires pour traiter nos déchets de demain. Et puis aussi sur leur valorisation, et puis sur le tri. Donc c'est des réflexions qui sont menées déjà depuis 2 ans, et puis qui vont aboutir dans les mois qui viennent, puisque, je vous dis, la fin de vie de l'incinérateur de Ploërnel est déjà connue, et donc il nous faut déjà travailler. Mais vous voyez aussi dans ce rapport que vous avez des mesures de pollution qui sont effectuées à plusieurs moments de l'année sur différents polluants qui peuvent être issus des fumées d'incinérateurs. Et on voit bien que sur ce rapport, on est en dessous des seuils d'alerte, et bien en dessous, on est presque 100 fois sur certaines mesures inférieures au seuil. Mais le territoire de la communauté de communes anime aussi, et ça a été le cas pour Brec l'an passé, sur le moment de la bourse aux plantes, on avait mutualisé ça avec la chasse à l'œuf pour que les familles viennent ensemble avec les enfants, et un atelier d'animation était fait par la communauté de communes pour améliorer le tri dans les sacs jaunes, pour améliorer pour se mettre au compostage individuel. Enfin, il y avait plusieurs ateliers d'initiation qui ont été fort appréciés, et on voit qu'ils sont passés à peu près partout dans le territoire. Donc c'est un bel exercice, en tout cas, de partage de la compétence déchets à l'échelle du territoire. Donc voilà, c'est un rapport qui vous est présenté, et puis donc il n'y a pas de vote, hein, on prend acte du rapport. Est-ce qu'il y a des questions sur cette présentation que j'ai fait le plus succinct possible? Non, je n'en vois pas. Bon, je vous invite à le parcourir, mais vous voyez que d'année en année, il y a des améliorations, mais on a encore beaucoup de travail à faire, notamment dans le tri, notamment dans les sacs jaunes, parce que on s'aperçoit que les produits que nous pensons bien mettre dans les sacs jaunes, ils sont retriés après, ça repart du centre de tri vers d'autres sites. Et donc il y a une réflexion aujourd'hui sur la pédagogie à avoir. Donc il y a des petits guides, hein, si vous souhaitez, pour savoir si on peut, si quelque chose qu'on met dans le sac jaune est au bon endroit. Il y a des guides qui existent. Stéphane, tu voulais poser une question? Non, mais je ne suis pas près du micro. Si, peut-être, pour que ce soit bien entendu. Merci. Simplement, oui, tu parlais des guides, et c'est vrai qu'à une époque, il y avait une distribution de guides régulière dans les boîtes aux lettres, et au bout d'un petit moment, on perd l'habitude, on ne sait plus, et je pense que ça explique aussi le problème de tri qui est retrié, oui. Parce que les gens ne savent plus trop ce qu'on met exactement, et en termes d'éducation, ouais. Il faudrait finalement recommencer comme avant, à l'époque où on a commencé avec les sacs jaunes, régulièrement avoir ce petit guide. Voilà.
Alors, tout à fait. Alors, mais la réflexion porte aussi sur un container jaune. Sur un container jaune individuel. Donc les réflexions, donc on est hors sujet du rapport, hein, mais je vous dis juste, je ne fais pas partie de cette commission à la communauté de communes, mais la réflexion aujourd'hui est assez pertinente en tout cas, plutôt que de multiplier les erreurs de tri. De toute façon, il faut que l'homme retrie derrière le tri qu'on pense avoir bien fait. Donc la réflexion porte aujourd'hui sur un container jaune qui serait ramassé tous les 15 jours. Et donc on y mettrait tout. On y mettrait tout. Tout ce qu'on ne fait pas aujourd'hui, qu'on met peut-être dans le ménager, mais qui peut avoir une deuxième vie, dans les poubelles ménagères, et ceux qui sont dans le sac jaune et qui ne devraient pas y être. Donc voilà, il y a vraiment une réflexion qui est bien avancée. Je pense que l'année 2021 va affiner tout ça, puisque le délégataire a été nommé là en février, ça sera le même. Donc aujourd'hui, on pourra travailler sur... mais ça demande une adaptation des camions. Aujourd'hui, ils ne sont pas adaptés pour mettre un container supplémentaire, un container jaune. Donc il y a tout un travail de préparation si cette option-là est choisie, mais c'est pas, ce sont des réflexions qui sont assez sérieusement menées aujourd'hui. Le conteneur jaune, c'est un conteneur individuel. Oui, un conteneur individuel jaune. Ouais. Il n'en fera peut-être rien, mais en tout cas, ça a été bien évoqué. On passe au rapport sur le prix et la qualité des services publics de l'eau potable. Donc ce rapport aussi donc de la communauté de communes. Alors attendez, je n'ai pas ouvert le bon. De l'eau potable, donc c'est votre annexe 3. C'est l'annexe 3. Et... Comment ? Le 4 et 5, parce qu'il y a le rapport complet et une synthèse. Ah oui, ça, d'accord. Alors, on parle de la synthèse, donc c'est l'annexe 4, pardon. C'est la synthèse. Et donc, le service public de l'eau potable, et donc, vous le savez, il est géré à l'échelle de la communauté de communes. Donc, la communauté de communes délègue la gestion de ce service à la SOR. Hein, c'est aujourd'hui, c'est la SOR qui exploite. Et donc, sous contrat de délégation de service public, donc il y a 9 réservoirs sur le territoire, et puis vous avez les volumes de distribution en mètres cubes qui sont en baisse en 2019 par rapport à 2018, mais d'un 60%. Et puis le pic ces dernières années, c'était en 2017, c'était 5 862 000 mètres cubes, donc c'est des volumes qui sont assez impressionnants. Et puis donc vous avez le nombre d'abonnés. Donc sur l'échelle communautaire, il y a 70 879 abonnés avec une augmentation d'un 40%. Et puis il y a 1622 km de réseau qui apportent l'eau potable à chaque foyer, à chaque entreprise, à chaque équipement public. Et donc il y a plusieurs consommateurs, types de consommateurs. Il y a les individuels comme nous tous, mais il y a aussi les producteurs, les maraîchers qui ont besoin de plus d'eau. Il y a les usines, je pense à l'usine à Locoal-Mandon, route de Besse, qui, je ne sais plus son nom, qui traite les légumes verts. Carlis, merci Hervé. Donc Carlis, qui sont des consommateurs, donc ont des abonnements adaptés à leur consommation. Et puis, et donc vous voyez que c'est des volumes qui sont importants. Concernant l'assainissement collectif, donc l'assainissement collectif, c'est aussi une compétence de la communauté de communes. Donc il y a plusieurs réseaux qui existent, plusieurs façons de faire l'assainissement collectif. Certaines sont sous forme de lagunes. C'était le cas pour Brec autrefois. Elles ont été supprimées, ces lagunes. On est branché maintenant sur des stations d'épuration sous forme de boue activée. Donc c'est celle de Crac. Hein. Principalement, les eaux usées de la commune sont dirigées vers la station d'épuration de Crac. Et puis il y a des stations d'épuration membranaires. Donc c'est des stations qui sont plutôt littorales, qui ont un type de filtration peu différente avec une membrane proche du rivage et de l'eau salée. Enfin, donc c'est un autre type de traitement de l'assainissement. Donc le service public d'assainissement collectif, c'est 3190 contrôles
en 2019, donc c'est une année où on est en vitesse de croisière, puisque c'était aussi des agents qui n'existaient pas à la communauté de communes, donc il a fallu créer des postes de contrôle d'assainissement. Quand vous faites une maison aujourd'hui ou un agrandissement de maison, et ben, il y a un contrôle qui est demandé au moment du permis de construire pour savoir si votre raccordement est bien fait. Et donc il y a des agents qui viennent vérifier pour que les eaux usées n'aillent pas dans l'eau potable, dans l'eau pluviale. Donc c'est normal de faire. Donc il y a des agents qui vont vérifier non, mais on a vu des surprises, des fois des eaux de machine à laver qui allaient dans le réseau d'eau pluviale. Et pour des erreurs de branchement. Donc, et puis dans les conformités, il y a, vous voyez, sur 3190, il y a quand même 846 qui ne sont pas conformes. Donc vous voyez que le contrôle est nécessaire et il y va de la protection. Je pense aux ostréiculteurs qui avaient suivi le norovirus en 2019 et 2020, début 2020, parce qu'il y avait des débordements et des non-conformités. Donc il est important que les uns et les autres soient correctement branchés. Et puis chaque année, vous avez peut-être vu les décisions ou les délibérations du conseil communautaire, où il y a ce qu'on a appelé un plan Marshall pour l'assainissement. On va mettre 15 millions d'euros par an pour réhabiliter et faire de l'extension de réseau d'assainissement. C'est important dans tous les territoires, puisqu'on est forcément sur un bassin versant, même si on n'est pas en zone littorale, on est forcément comme Brec sur le bassin versant du Loc, mais à l'ouest de Brec, on est sur le bassin versant de la Ria des Telles, et de part et d'autre, on a des professionnels d'ostréiculture qui sont concernés. Donc c'est la responsabilité collective que de mettre en œuvre un schéma de modernisation et de réhabilitation du réseau d'assainissement collectif. Vous voyez aussi des indicateurs financiers, les recettes, elles préviennent de la redevance de branchement, de raccordement au réseau. Elles s'élèvent à 8 704 000 euros hors taxes, et puis les dépenses s'élèvent, elles, à 5 millions. Elles sont principalement dues à la dotation aux amortissements. Et puis c'est un service, c'est un budget annexe et qui a une dette de 16 millions d'euros. Donc qui est remboursable en 9 ans et 11 mois pour les indicateurs financiers. Et puis que dire autrement sur l'assainissement collectif, voilà. Et puis l'assainissement non collectif, donc ça concerne 10 673 installations. Ça concerne 24 000 habitants, c'est-à-dire un tiers du territoire a un assainissement non collectif. Et donc ils sont visités également tous les 6 ans pour vérifier que le réseau dans chaque jardin, dans chaque propriété est bien conforme, et avec pour certains obligation de travaux en moins de 2 ans. Et donc c'est ce qui est réalisé par les agents de la communauté de communes, aussi par les postes qui ont été créés, parce qu'ils n'existaient pas aujourd'hui pour vérifier la conformité des réseaux privés, des réseaux non collectifs. Dans les contrôles publics de l'assainissement non collectif, il y a eu dans les conceptions 280 contrôles en 2019, 182 contrôles de bonne exécution, et puis on a mis en place depuis l'année 2019 une obligation au moment des ventes. Donc ça c'est une nouveauté, c'était vraiment identifié sur le territoire de la communauté de communes. À chaque fois qu'il y a une vente, il est demandé un diagnostic assainissement, collectif ou non collectif. Donc ça c'est nouveau, c'est pour que l'acheteur puisse acheter en toute connaissance de cause une propriété, une maison qui soit correctement branchée au réseau. Et donc c'est un diagnostic un peu comme il est demandé un diagnostic amiante, comme il est demandé un diagnostic performance énergétique, consommation. Donc on a rajouté ça. C'était pas obligatoire, mais ça sécurisait, c'était à la demande des notaires du territoire. Et donc cette particularité a été d'abord instaurée à l'échelle de la communauté de communes, et puis les territoires voisins s'en inspirent pour mettre ça en place, pour obliger aussi au moment des ventes un diagnostic branchement. Et puis donc c'est un service qui est indispensable et qui est très fragile. Vous savez que quand il y a beaucoup de pluie, les stations d'épuration peuvent aussi déborder, donc il y va de l'entretien des boues, avec toutes les conséquences qu'il y a aujourd'hui aussi avec
avec le Covid, puisque quand les opérateurs retirent les boues, il y avait tout un circuit d'épandage qui était organisé comme ça. Aujourd'hui, on ne peut plus épandre les boues, puisqu'ils ont trouvé des petites traces de coronavirus dans les boues de stations d'épuration. Donc aujourd'hui, elles sont stockées, elles sont déshydratées. Et puis en attendant des nouvelles consignes, mais en tout cas depuis le mois de mars, il est interdit d'épandre des boues issues des stations d'épuration. Donc voilà, ça aura des conséquences financières parce qu'il faut stocker les boues quand même, il faut les enlever. Et donc on verra dans le rapport de l'année prochaine, sur l'année 2020. Donc voilà pour ce rapport. Est-ce qu'il y a des questions sur l'assainissement collectif et non collectif ? Donc, il nous est demandé de prendre acte. On prend acte de la présentation de ce rapport. Alors, le point suivant, c'est les délégations de l'exercice du droit de préemption urbain de la commune de Brec à la communauté de communes sur le périmètre des parcs d'activité. Donc, la question est posée aujourd'hui au conseil municipal. Puisque la compétence développement économique, elle est portée par la communauté de communes. Si une parcelle, un terrain, un bâtiment est à vendre dans une zone communautaire, la commune est interrogée. Mais moi, je vous propose que si la vente, elle est stratégique pour le territoire, c'est de transférer le droit de préemption à la communauté de communes. C'est une zone qui lui appartient et c'est une compétence qui lui est propre. Donc c'est une discussion qui a été portée depuis quelques mois à la communauté de communes, c'est que le droit de préemption dans les zones d'activité soit porté par la communauté de communes, ça semble assez logique. Et donc voilà ce qui est proposé. Vous avez le périmètre dans les annexes suivantes, vous avez le périmètre des zones d'activité, donc elles sont connues, hein, il y a le front de la Porte Océane, donc c'est en limite bien sûr de la commune. Il y a la zone de Kerfran, la zone de Manet-Salut, et la zone de Kertélan, je crois que c'est ça les zones, c'est ça, avec donc vraiment les périmètres liés à la zone, hein, on ne va pas plus loin. Et à chaque fois qu'une vente a lieu et que la commune est interrogée, parce qu'au moment de la vente, forcément la commune est interrogée. Donc ce qui vous est demandé ce soir, c'est qu'au moment du document, quand il est présenté à la commune, c'est qu'on transfère pour que la communauté de communes aussi s'interroge si elle préempte ou si elle préempte pas. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Vous en êtes d'accord pour transférer ce droit de préemption à la communauté de communes? Donc, la question se posera sur l'extension de Porte Océane 4. Hein. Quand vous savez que la Porte Océane est dans le PLU en vigueur sur la commune, le fond de la Porte Océane, dès que vous arrivez dans la partie où est la communauté de communes, justement au siège, il y a aussi la CAF, il y a une maison de l'enfance, une crèche, pardon, merci, une crèche. Donc toutes ces parties-là, c'est Brec. Et donc il y a un chemin qui fait le fond de la zone. Et le long de ce chemin, dans le PLU, il est prévu de faire, c'est zoné de façon à faire une extension de la Porte Océane. Donc le jour où les terrains seront à vendre, je pense que c'est la communauté de communes qui devra porter foncièrement le projet de développement de Porte Océane. On y va pour le transfert donc il vous est proposé de mettre fin à la délégation du maire en matière de droit de préemption urbain sur le périmètre des parcs d'activité existants, donc Kerikelan, Castran 1, Castran 2, Porte Océane 2 et Manet-Salut, ou les zones qui seraient en devenir sur le territoire, et de déléguer à Aurec-Quiberon-Terre l'exercice du droit de préemption urbain sur le périmètre des parcs d'activité de la commune, en précisant rigoureusement le périmètre sur lequel il s'exerce par une cartographie que vous avez en annexe 5, 6, 7, 8 et 9. On y va? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Le point numéro 5, c'est l'approbation de l'attribution de compensation définitive 2020. Chaque année, on passe cette délibération. Donc la commission finance a examiné ce rapport le 30 novembre
Et puis, donc, la particularité de cette année 2020, c'est qu'on a effectué des achats avec la communauté de communes de masques et de matériel de protection contre la crise sanitaire en tout début, puisque on était les uns et les autres démunis de masques. On avait des masques, mais pas suffisamment pour protéger notre population, nos agents. Et donc on s'est mis à 24 pour ensemble faire ces achats-là. Et plutôt que chacun paye ses factures d'un côté, donc on a choisi la solution d'évaluation des décharges, et puis de les comptabiliser et de les déduire de la partie propre à chaque commune. Donc c'est ce qui est dans l'ordre d'euros. Donc pour la partie brestoise, les achats liés à la crise sanitaire donc du printemps s'élèvent à 14 432 €. Et donc il est portant donc sur l'attribution de compensation, donc il y a un dégrèvement d'autant, et le montant définitif de l'attribution de compensation est de 246 547 €. Donc déduction faite des 14 432 €. Des questions? Donc sur ces achats-là, juste pour rappel, c'était des masques qui étaient financés à 1 tiers par les communes, donc il est là le tiers de la commune, 1 tiers par la communauté de communes et 1 tiers par l'État. Donc c'était un montage qu'on avait fait au mois d'avril, au tout début du premier confinement, et on s'était mis tous ensemble pour cofinancer l'achat de masques de visière à l'échelle communautaire, puisque pour 24 communes, on avait tout intérêt à le faire ensemble. Voilà, et donc c'est aussi la partie communale. Si on l'avait fait tout seul, ça aurait été sans doute plus élevé. On passe au vote ou il y a des questions? Tous les masques avaient été distribués. Alors il en reste encore à l'accueil de la mairie, et puis on en distribue encore chaque jour. Quelques-uns à l'unité. Voilà. Si des gens nous demandent, on peut. Oui, ils peuvent venir encore en mairie. Il en reste, je ne peux pas dire combien, mais il en reste suffisamment. On n'a jamais été en rupture. Et puis on s'approvisionne aussi pour nos agents, puisque c'est le devoir de l'employeur de fournir des masques de protection à son personnel. C'est le cas. On passe au vote? D'accord. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Le point numéro 6, c'est une convention d'adhésion au service de médecine professionnelle et préventive du centre de gestion du Morbihan pour la période 2021-2023. Donc vous savez, l'association médicale interentreprises du Morbihan, la mienne, s'est désengagée du secteur public. Et puis le 28 septembre 2015, le conseil municipal a décidé de collaborer avec le service de médecine professionnelle et préventive du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Morbihan pour le suivi médical des agents. Donc le 27 novembre, le centre de gestion a informé que la convention actuelle arrive à échéance le 31 décembre 2020 et son conseil d'administration a validé le projet de convention d'adhésion sur une période de 3 ans à compter du 1er janvier 2021. Donc le centre de gestion invite donc chaque collectivité à se positionner sur le renouvellement de ce partenariat. À cette fin, il nous a transmis le projet de nouvelle convention entrant en vigueur pour 2020-2023 que vous avez en annexe 6. Donc, quant aux clauses prévues dans cette nouvelle convention, elle n'appelle aucune évolution notable, mis à part l'intégration d'une disposition relative au respect du règlement général de protection des données, en vue de garantir la protection et la confidentialité des données à caractère personnel dont le service de médecine professionnelle a la charge. Donc, la grille tarifaire du service professionnel et préventif est maintenue. Vous avez les tarifs, donc le suivi médical, visite médicale et entretien, 72 € par agent et par an. La première visite, 72 € aussi par agent. L'absence à une consultation, entretien non prévenu, 48 heures à l'avance, 50 €. Examens médicaux complémentaires prescrits par le médecin refacturés au centre de gestion, par le centre de gestion, bien sûr, à la collectivité. Les répercussions sur le budget sont donc minimes et seront principalement liées à l'évolution des effectifs communaux. Et à ce jour, les crédits alloués à la médecine professionnelle et préventive s'élèvent à 5 000 € pour le budget 2020. Elle devrait être stable pour le prochain budget. Et considérant qu'il s'avère nécessaire d'assurer la continuité de cette mission au profit de l'employeur et des agents de la commune, au regard des obligations incombant à la collectivité en matière de santé et de sécurité au travail, donc il vous est proposé d'approuver cette nouvelle convention d'adhésion au service de médecine professionnelle et préventive du centre de gestion du Morbihan pour une période de 3 ans et d'autoriser le maire à signer la présente convention et tout document afférent à ce dossier et d'inscrire les crédits nécessaires au budget 2021. Y a-t-il des questions? Oui. Le micro.
s'interrogeait juste en fait sur dans la grille, c'est marqué tarif par agent et par an. Il y a une obligation légale que ce soit tous les ans? C'est pas Non, tous les non, non, non. Non, mais c'est un forfait. Hein. C'est un forfait, voilà, c'est dans la convention. Non, non, c'est tous les 2 ans la visite. Hein. Ouais, c'est ça. C'est tous les 2 ans. Ouais. D'accord. Non, non, on est d'accord, c'est tous les 2 ans. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas de questions, donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Olivier, pour la convention de gestion en faveur de la préservation des espaces naturels sensibles du département du Morbihan 2020-2024 sur le site des espaces naturels sensibles de Saint-Dégon. Merci. Alors continuons donc dans les conventions. Donc, comme vient l'expliquer M. le maire, on est sur une convention en faveur de la préservation des espaces naturels et sensibles à Saint-Dégon, puisque je vous rappelle que le département du Morbihan est propriétaire sur la commune de Brec d'environ 6 hectares en milieu naturel classé et en espace naturel sensible, c'est-à-dire le verger de Saint-Dégon, que tout le monde connaît. Ce site comprend 4 hectares de verger, d'espaces fruitiers patrimonial, de haies bocagères, des prairies et des landes, classés au site d'intérêt départemental. Au schéma départemental, ce site est confié en gestion à la commune de Brec pour l'entretien des haies, ainsi que du verger, et aussi à la société horticole du Pays d'Auray pour l'entretien et la valorisation du verger, et à l'écomusée de Saint-Dégon pour la dimension éducative de ce verger. La convention qui vous est mise en annexe a pour but de définir pour la période 2020-2024 les conditions de partenariat engagées entre le département, la commune, ainsi que ainsi pour le verger de Saint-Dégon. Les objectifs généraux sont les suivants: préserver et entretenir les espaces boisés, gérer le patrimoine naturel et paysager pour l'usage de méthodes douces et permettre l'ouverture au public dans la limite de la fragilité des milieux naturels. Pour tout ça, nous avons bien entendu une contrepartie, puisque le département du Morbihan s'engage à apporter un soutien financier aux gestionnaires, sous réserve du respect, bien entendu, de l'ensemble des obligations, et la subvention annuelle du département s'élève à 3 300 €. Il s'agit d'une reconduction de la convention de gestion. Oui. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Olivier, est-ce que le micro peut circuler jusqu'à... Ça dépend, c'est moi. C'est le dernier rang. François-Xavier. Je voulais demander, le site il a été dégradé l'année dernière et je voulais savoir... Est-ce que tu peux mettre les antennes? Je disais, le site a été dégradé l'année dernière et je voulais savoir si on avait eu des infos sur les éventuels auteurs, non. des dégradations, qu'est-ce qu'on a dû réparer. Alors on a réparé à plusieurs mains, puisque la convention elle est signée et par le département et par la commune et par la société d'horticulture et par les comités. Donc les dégradations, on a gommé tous les dégâts qui avaient été faits, les clôtures ont été remises droites, et puis on a mis aussi tout l'été, après les réparations, on a mis des moutons pour entretenir le verger. Et puis on a surtout fermé l'accès, donc ça c'est une action communale, on a fermé l'accès aux véhicules, puisque ça devenait un parking un petit peu à l'écart de la route, et puis certaines nuits, il se passait un peu de festivités, en dehors du confinement, j'entends, en dehors du confinement, et donc on a stoppé, donc c'est devenu un lieu piéton, et on y voit, si vous vous y promenez, on y voit des voitures garées, route de Saint-Dégon, et puis donc je vous parlerai du lien qu'on pourra en faire tout à l'heure sur une délibération à suivre, mais en tout cas on a sécurisé les lieux, et depuis qu'on a sécurisé, il ne se passe plus rien. Voilà. Donc les moutons ont pu faire leur travail d'entretien. Il y avait aussi un âne qui était parmi le troupeau de je crois qu'on est jusqu'à 40 moutons, Olivier, on a jusqu'à 40 moutons cet été pour entretenir le verger. Et donc les clôtures ont été bien sûr réparées. Mais on peut aussi, on est d'accord tous pour condamner ces incivilités, on va dire ça. Mais côté gendarmerie, j'ai pas eu de suite. Non. J'ai pas eu de suite. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Stéphane, pour la redevance d'occupation du domaine public, le micro est-il revenu?
Ah bah, tu peux faire le bien, Stéphane, c'est bien. Bon, je vais en revenir, je pense que je vais pouvoir le squatter pendant un certain temps. Et si on a des questions, Stéphane? Bah, sinon, tu fais avec le sens de fil. Comme vous voulez. Bien. Comment ça marche le truc? Oui. Allô, ouais. Donc, bordereau 8, un premier marronnier sur la redevance d'occupation du domaine public par le gaz. Donc, comme tous les ans, on a à faire voter une délibération. Alors, ça concerne les canalisations de gaz naturel. Alors, il y en a qui sont installés et qui rapportent, selon la formule que vous avez, 0,035 fois 24 909 plus 100 fois 1,26, la coquette somme de 1224 €, donc pour les 24 km de canalisation que l'on a enterrés sur le territoire de la commune. Et quand il y a des travaux, ça nous rapporte aussi la somme de 153 € pour l'année 2020. Voilà, en fonction évidemment du linéaire de canalisation construite ou renouvelée sur le domaine public communal, mise en gaz au cours de l'année précédente, celle au titre de laquelle la redevance est due. Donc, il est proposé au conseil municipal de fixer la redevance, de toute façon, vous n'avez pas le choix, le montant de la redevance due au titre de l'occupation du domaine public par les ouvrages de distribution de gaz naturel à 1224 € pour 2020, le montant de la redevance due au titre de l'occupation provisoire du domaine public communal par les ouvrages des réseaux de distribution de gaz à 153 € pour l'année 2020. De donner autorisation à l'établissement du titre de recette correspondant. Voilà. Alors c'est vrai que le mode de calcul est assez difficile à comprendre, mais bon, chaque année, on passe cette délibération, ils mettent à jour les linéaires de tuyaux, et puis voilà, la redevance d'occupation du domaine public. C'est pas des gros montants, mais voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Je propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Donc Stéphane, maintenant nous allons parler des tarifs municipaux pour l'année 2021. Donc, il s'agit de la gamme des tarifs qui ne sont pas votés en année scolaire. Donc, il y a des tarifs qui sont votés en année scolaire, par définition. Donc, tout ce qui concerne la restauration, les services périscolaires et extrascolaires, donc, ne sont pas dans cette délibération. Donc, pas beaucoup de mouvements au titre de cette délibération, puisqu'on est proposé de maintenir les tarifs municipaux au regard de la situation économique et sociale, de revaloriser contractuellement, c'est-à-dire dans le contrat avec Léo Lagrange, le forfait repas et goûter, et d'actualiser à prix coûtant le tarif d'intervention des agents des services techniques. Il y avait aussi une petite modif sur les tarifs de concession. Donc c'est la liste des tarifs qui vous sont donnés, page 8 et suivante. Donc vous voyez, rien ne change pour ce qui est de la location de salle, avec les cautions qui vont bien. Le port de batte, on a simplement ajouté les batchs pour la mairie annexe, si je ne m'abuse. Oui. Puisque maintenant il y a badge ici. Donc on a des tarifs pour les salles, pour la salle de sport, mais c'est des tarifs, imposés par le conseil régional, donc on n'est pas libre de ces tarifs, on se contente de les répercuter ici. Donc la redevance du domaine public, d'occupation du domaine public par les commerçants, vous vous rappelez que l'on a suspendu
Pour cette année 2020, compte tenu du contexte, cette redevance qu'on venait de créer, donc elle n'a pas été perçue, elle ne sera pas perçue au titre de 2020, on la maintient au titre de 2021, rien de changé sur les photocopies. Donc on a créé, je le disais, pour le cimetière des concessions doubles, qui se trouve être le double des concessions simples. Voilà, mais c'est simplement les services qui nous ont demandé d'apporter effectivement cette clarification, parce que quand ils pratiquent les tarifs en question, c'est mieux d'être couvert par cette grille tarifaire complète. Pas de changement pour la médiathèque, d'autant que les tarifs nous échappent désormais du fait de l'articulation intercommunale. Droit de place marché, ça ne change pas. Publicité et insertion, on avait dû les remettre au tarif pour 2019 récemment. Animaux errants, ça ne change pas, sauf lorsqu'il y a un tarif public vétérinaire. Et puis, je le disais, les interventions des services techniques sont facturées au coût comptabilisé pour ces heures de service. Voilà, ces interventions services techniques sont issues d'un schéma de mutualisation qu'on avait écrit avec les communes de la communauté de communes. Voilà, dans l'hypothèse où nos agents vont ailleurs, où les autres viennent chez nous, voilà. On avait mis en place, voilà, on peut faire figurer dans nos tarifs municipaux. Donc évidemment, il ne faut pas changer les tarifs pour cette année 2021. Le contexte sanitaire, économique, avec ses conséquences sociales qu'on ne maîtrise pas encore, je pense que ce serait maladroit de modifier les tarifs. La seule modification, comme l'a dit Stéphane, c'était dû au contrat de délégation de service public pour la crèche. Ils avaient prévu une augmentation d'1,5% pour le repas. Donc on l'applique puisque c'était dans le contrat de délégation, contrat de concession. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques sur les tarifs communaux? On ne voit pas, donc on passe au vote. Il y a quelqu'un qui rentre, non, c'est pas. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Donc Stéphane, pour une décision modificative dans le budget principal. Oui, donc banderole 10, une seule décision modificative pour le budget 2020, donc au chapitre 204. Donc c'est une question d'imputation, c'est pas une dépense nouvelle, c'est une question d'imputation. Donc il faut rajouter 40 000 € sur l'article 204 582 et on les trouve par exemple sur la rubrique terrain nu à moins 40 000 €. La rubrique terrain nu, c'est la rubrique considérée quand on achète des terrains. Et c'est tout pour ces décisions modificatives. C'est de l'écriture comptable. Oui. Ouais. L'écriture comptable. Donc on passe au vote, sauf si vous avez des questions. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Stéphane, pour la subvention annuelle au Centre communal d'action sociale. Oui, donc comme vous le savez, comme vous le découvrez à partir de cette année, donc il y a une subvention d'équilibre de la commune qui est versée chaque année au Centre communal d'action sociale, le Centre communal d'action sociale ayant sa gestion propre, il faut donc le doter en tant que de besoin. Et là, il est proposé de reconduire la subvention qui avait été fixée l'année dernière à 30 000 €. Alors, les années précédentes, on avait eu à faire face à des difficultés sur le portage des repas. Ce n'est plus du tout le cas parce qu'on refuse plutôt des administrés qui voudraient bien bénéficier de ce service qui est saturé compte tenu des moyens que l'on a de l'assurer, alors qu'il y a quelques années on était tombé à
quelque chose comme 14 ou 15, c'est ça, On a repas par 29 au jour. jour d'aujourd'hui. On est 29 au jour d'aujourd'hui. 29, donc évidemment, on a limité les frais fixes sur ce service, mais la subvention en question permet aussi de prendre en charge évidemment des actions telles que le repas des anciens ou cette année la livraison du colis à près de 500, combien 520 personnes. Donc voilà, 30 000 € sont proposés pour cette subvention. Des questions sur cette subvention? Un budget à l'autre. Hein. Donc on passe au vote. Hein. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Alors juste circule le tableau, l'émargement pour la séance. Et puis un deuxième document, c'est la décision modificative que nous avons votée dans le point précédent. Voilà. Le point numéro 12, c'est le débat d'orientation budgétaire. Depuis 2019, on a souhaité le faire en fin d'année civile. Donc il précède, ce débat précède toujours le vote du budget. Et donc la prochaine séance du 8 février, nous voterons le budget de la commune, ou les budgets de la commune, pour qu'ils soient votés le plus tôt possible dans l'année pour qu'ils puissent être exécutés sur une année plus grande, parce que précédemment le débat d'orientation avait lieu en février et le vote du budget en avril. Et donc il restait que 8 mois de l'année pour l'exécuter. Là, en le faisant au début février, il reste 10 mois et demi pour exécuter le budget, ce qui permet, en plus dans cette situation économique, de pouvoir écrire des marchés publics, de les publier et d'attribuer aux entreprises qui ont remporté les marchés pour les faire travailler. Elles en ont bien besoin en ce moment. Donc en le votant plus tôt dans l'année civile, ça permet aussi de favoriser aussi l'économie locale. Et puis donc c'est précédé du débat d'orientation budgétaire. Donc Stéphane, vas-y. Donc vous avez à l'annexe 13 le rapport d'orientation budgétaire. Voilà, dans le préambule de cette annexe, vous avez le rappel de ce que vient de dire Fabrice, l'objet auquel correspond ce débat d'orientation budgétaire et ce qu'il est destiné à produire, c'est-à-dire une réflexion anticipée sur les lignes de force du budget que l'on votera donc au mois de février, et à cette fin, le législateur a prévu en 2018 qu'il puisse y avoir, à l'occasion de ce débat d'orientation budgétaire, des éléments relatifs à l'évolution des dépenses réelles de fonctionnement, à l'évolution du besoin de financement annuel. Et c'est ces éléments qui ressortissent dans le document. Alors comme on intervient plus tôt que d'habitude, on n'a pas évidemment les éléments d'exécution du budget précédent que l'on pouvait avoir quand on faisait ce débat d'orientation budgétaire au mois de février. Donc on a dans les perspectives le résultat que vous avez des éléments plus anciens. Donc on commence page 3 de cette annexe par un certain nombre d'éléments de cadrage sur la situation des finances publiques et les orientations prises dans les différentes lois relatives au budget. Alors la richesse particulière de cette année fait que l'on est à la 4e loi de finances rectificative. Voilà, mais ça ne concerne pas, il n'y a pas énormément d'éléments qui concernent en fait les communes. Ces lois de finances rectificatives successives prennent en charge les états successifs de la situation économique. Pour ce qui est des communes, le principal sujet,
en dehors du plan de relance, des opportunités que l'on peut trouver à droite à gauche dans les plans gouvernementaux pour financer tel ou tel programme. On n'est pas concerné par la baisse de 10 milliards des impôts de production, puisque ou très à la marge du moins, puisque ça concerne avant tout la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ou la cotisation foncière des entreprises et accessoirement la taxe foncière sur les propriétés bâties. Donc il y aura compensation de ces baisses de charges fiscales pour les entreprises. Donc ça, on verra comment ça se traduit dans la durée. Les dotations de l'État aux collectivités sont réputées stables et elles progresseront sur des dotations dont on bénéficie particulièrement la dotation de solidarité rurale, la DSR, donc qui augmente un peu. On a aussi, on suit très régulièrement et on va très régulièrement au guichet de la DETR et de la DSIL, donc la dotation d'équipement des territoires ruraux et la dotation de soutien à l'investissement local. Donc ce sont deux lignes de subvention auxquelles on souscrit très régulièrement pour nos projets d'équipement, donc ça nous intéresse particulièrement. Alors, le gros truc des dernières années, c'était la suppression progressive de la taxe d'habitation qui est destinée donc à être compensée aux communes qui vont récupérer la part départementale de la taxe foncière, des taxes foncières bâties et non bâties. Donc c'est destiné à compenser la taxe d'habitation qu'on perd progressivement. Mais rien de très nouveau sous le soleil ici. Pour ce qui est de l'analyse financière de la commune, je le disais, que l'on a page 5 et suivante, on est sur des exercices, les exercices connus sont par définition l'exercice 2019 et donc ce sont des éléments relativement anciens maintenant, donc avec la situation de la commune, tout d'abord sur les recettes de fonctionnement, donc 6,3 millions, avec 916 € pour break par rapport à la moyenne de la strate de 1181 €, donc une situation pas spécialement confortable quant aux ressources de fonds. Ça se vérifie sur les impôts locaux, sur les autres impôts et taxes. En revanche, la dotation globale de fonctionnement, vous voyez, qui nous rapporte 1 430 000, on est à 216 € par habitant par rapport à 152 € par habitant dans la moyenne de la strate. Et les produits des services et domaines, et notamment la cantine, là aussi on est en deçà de la moyenne de la strate. Ce qui nous permet de vivre relativement confortablement, c'est que les dépenses sont beaucoup plus inférieures à la moyenne de la strate que ne le sont les recettes, donc ça permet d'avoir une situation relativement confortable, puisque vous voyez les dépenses de fonctionnement 618 par rapport à 1037, ou les charges de personnel 341 € chez nous par rapport à 536 €. Même chose pour les achats et charges externes. Bon, les charges financières 6 € par habitant au lieu de 24 €, mais ça c'est sur ce qu'on verra de ce qu'il reste de l'endettement de cette commune. Pour ce qui est des recettes d'investissement, en revanche, on va au-delà de la moyenne de la strate, 528 versus 456, avec 0 emprunt bancaire, c'est encore le cas cette année.
Les subventions sont pourtant pas Énorme. exceptionnelles. Voilà, le fonds de compensation de la TVA non plus. Pour ce qui est des dépenses, on fait mieux aussi, mais on était en 2019 sur une année assez forte. Voilà. Donc l'excédent brut de fonctionnement, là on avait un effet à 2 330 000, on avait un effet résidence de l'étang ou recette du lotissement, donc puisqu'on avait 337 € par habitant d'excédent, au lieu de 213 pour la moyenne de la strate. Donc on reverra dans la suite du débat. L'encours de la dette au 31 décembre de l'année dernière n'était plus que de 1,6 million, 625 000, donc 235 € par habitant au lieu de 828 € pour la moyenne de la strate. Annuité de la dette, comme on rembourse vite, on n'est pas si loin que ça, malgré tout, de la moyenne de la strate. Et le fonds de roulement, relativement fait, mais je ne suis pas sûr que ça. Je ne sais pas quelle est la correspondance, peu importe. Donc on a page combien là ? 6. 6. On a un déroulé sur plusieurs années qui permet de lisser les évolutions d'une année sur l'autre liées au lotissement. Donc sur la durée, on a une tendance plus robuste, plus stable, si je puis dire, parce que ce tableau, je l'ai dit, est très impacté par ce qui se passe du côté des lotissements. Donc vous voyez en particulier dans au haut de la page 7, en capacité d'autofinancement des montagnes russes, mais qui sont très largement liées aux recettes des lotissements. Alors sur l'analyse de la section de fonctionnement, la première courbe que vous avez, là aussi, des effets qui sont liés à des mouvements liés au budget annexe. Et donc il vaut mieux regarder les choses en pointillé que les choses sur les montagnes russes, parce que la tendance est au niveau des pointillés. Donc si on regarde page 7, 8, la typologie des charges de fonctionnement, vous voyez le bâton vert là, qui avait fortement augmenté au fil de temps, c'est stabilisé, ce sont les charges de personnel, les charges à caractère général sont relativement stables, autour de 700 000 800 000 € bon an mal an. Les autres charges de gestion courante, elles aussi stabilisées depuis quelques années, autour de 600 000 700 000 €. Les charges financières sont devenues inframarginales, donc voilà, côté charge de fonctionnement, vous avez le nombre de fonctionnaires et de contractuels occupant un emploi permanent. Donc vous voyez que les emplois contractuels ont été considérablement résorbés au fil des ans. Donc ça nous évite un certain nombre de difficultés que l'on avait quand on devait racheter les droits à retraite, en particulier à une époque qui faisait des mauvaises surprises sur quelques exercices. Vous avez la pyramide des âges là, qui a été ajoutée. Si on regarde côté recettes de fonctionnement, maintenant, donc en haut de la page 9,
Donc les recettes fiscales sont sur une tendance haussière. On est quand même passé en 10 ans de un peu plus de 2 millions à près de 3 millions aujourd'hui. Derrière ces recettes fiscales, il y a en particulier cette année ou ces dernières années les droits de mutation, donc les frais de notaire entre guillemets, qui bénéficient à la commune et au département et qui ont été particulièrement dynamiques ces dernières années. On reverra pour 2020. Donc les dotations, vous voyez, elles sont stables d'année en année désormais. Voilà. Les recettes de gestion courante des services, je suppose qu'il y avait là c'était encore un effet lotissement là, dans cette recette de gestion courante. On récupérait les recettes des lotissements, mais bon an, mal an, on est sur du 500 000 euros, moins cette année, parce qu'évidemment, il y a eu des recettes en moins, en particulier à la cantine. Donc, pour ce qui est de la fiscalité, pour ceux qui étaient dans le mandat précédent, vous vous souvenez que l'on avait baissé la fiscalité en 2019 pour arrondir les chiffres à 20% pour le foncier bâti et à 40% pour le foncier non bâti, parce qu'on le pouvait et parce qu'on souhaitait accompagner la politique du département en la matière. On n'avait pas touché à la taxe d'habitation parce que voilà, on était dans un mouvement de déclin de cette taxe d'habitation. Donc ça n'a pas empêché depuis les recettes fiscales de progresser dans la mesure où l'assiette a elle aussi progressé. La section d'investissement, donc avec des programmes d'investissement relativement copieux ces dernières années, et bon, avec là aussi des effets liés au portage des dépenses des lotissements et de la viabilisation des lotissements en particulier. Alors évidemment, ma courbe préférée, elle arrive page 11. Donc c'est sur le profil de la dette. Voilà, on est bientôt début 2021, donc on tombe à quelque chose comme 1 million d'endettement normalement on dit à long terme, mais nous c'est à très très court terme, puisque les derniers emprunts sont à échéance, enfin les emprunts les plus longs pour nous sont à échéance 2023, avec 2 annuités encore assez copieuse l'année prochaine et la suivante. Et vous voyez qu'en 2023, on éteint la dette si on ne recharge pas en emprunt et il n'y a plus que 109 000 euros d'annuité. Voilà, on en était en 2020 à l'extinction d'emprunts pour l'aménagement des vestiaires du stade. Donc les vestiaires ont disparu avant que l'emprunt disparaisse. Les anciens vestiaires. Les anciens vestiaires. Et l'école publique, elle, est toujours là. On avait eu 2 emprunts qui étaient arrivés à échéance en 2019. Encore une histoire de vestiaire. Et c'est concernant les travaux de la maison des jeunes. La capacité de désendettement de la commune, c'est largement amélioré depuis 2009. Voilà. Quand on n'a qu'1 million d'endettement, évidemment, pour ce qui est du nombre d'années qu'il faudrait consacrer à ce désendettement, il est faible. Le ratio où il faut commencer de s'inquiéter, je ne sais plus combien c'est, 8 ans, un truc comme ça, on est à quelques mois en ce qui nous concerne.
Au-delà de 15 ans, oui, la commune est considérée comme surendettée. Dans la capacité d'autofinancement, bien quand on la regarde hors session d'actifs, ben, on dégage bon an mal an 1 million, 1,2 million d'excédent de fonctionnement hors opérations liées au lotissement. Alors, pour ce qui est de 21, si on prend à partir de la page 13, donc pour ce qui est des charges à caractère général, pas grand-chose de très neuf, ou du moins pas grand-chose qui soit pleinement anticipable, comme très nouveau. Donc il y a des augmentations mécaniques ou contraintes pour ce qui est de l'énergie en particulier. Donc la DGS a indiqué un objectif à 1,5 et 2% que je lui rappellerai au mois de janvier. Voilà, pour ces charges à caractère général. Elle n'a pas mis l'objectif pour les charges de personnel. Zéro. Ah bah c'est encore mieux alors. Autre charge de gestion courante, donc 1%, soit 7 000 €. Donc pour ce qui est des charges financières, elles ont quasiment disparu. Pour ce qui est des dotations de l'État, comme je l'ai dit tout à l'heure, la DGF version forfaitaire est stable en 2021, alors que la dotation de solidarité rurale pourrait, elle, augmenter légèrement. On en bénéficie de ces augmentations de la DSR depuis un certain nombre d'années maintenant. Pour ce qui est de l'imposition locale, pour ce qui est de la taxe d'habitation, 80% des foyers fiscaux ne payent plus de taxe d'habitation sur leur résidence principale, donc elle disparaîtra complètement en 2023, cette taxe d'habitation, pour ceux qui la payent encore. Donc on a dit, le nouveau schéma de financement fera intervenir la taxe foncière qui était perçue par le département jusqu'à présent. Donc les bases d'imposition devraient augmenter à hauteur de 0,9% pour les personnes encore assujetties à la taxe d'habitation et 1,2% pour les taxes foncières. Donc on aura une augmentation des recettes fiscales à partir de là. Aujourd'hui, il y a des réalisations qui sont en cours. Vous avez vu à Cornerouette, au Pondoir par exemple. Mais il y a une autre partie du territoire qui va être reliée. C'est les deux communes de Auray et Plémel qui vont être reliées, et ça passe par Brec. Et ce schéma-là, il est acté, il devrait être déployé sur l'année 2021-2022. Et il y a aussi d'autres choix à faire après pour la deuxième partie de mandat. Et donc, il faut que je vous les présente déjà, et puis qu'on soit cohérent dans les arbitrages que nous aurons à prendre pas cette année, mais c'est qu'on y réfléchisse déjà, et qu'on prenne le temps de choisir les bonnes directions. Est-ce que ça répond à la question, Flavie ? Oui. Voilà, on a fait un travail il y a quelques semaines. Oui, on a fait un travail il y a quelques semaines avec Sébastien, Florence, Séverine et le maire évidemment, sur les perspectives de cession en pluriannuel, donc sur 21, 22, 23, 24. Ces perspectives sont très importantes compte tenu de ce dont on dispose aussi bien côté bourg que du côté du pôle d'échange multimodal. Donc il faut que
que les études soient conduites, que les travaux de géomètre soient conduits, que cela soit inséré dans la programmation du travail des services, parce que voilà, il n'y a pas simplement les travaux du côté des dépenses d'investissement, mais ça demande aussi du travail du côté des opérations d'aménagement, ce qui nous fait sortir de notre condition financière de base, c'est précisément ce travail que l'on fait nous-mêmes en matière d'aménagement, que je le disais, l'excédent de base de fonctionnement est relativement limité, mais les opérations d'aménagement qui ont été conduites depuis un certain nombre d'années et que l'on peut continuer de conduire, donc nous font sortir de notre condition de base, si je puis dire, et cela se programme comme se programment les investissements. Et si on programme les deux concomitamment, et si on leur réserve le temps qu'il faut leur réserver côté dépenses et côté perspective de recettes, eh bien on peut programmer les choses dans la durée et on va aussi faire en sorte que les budgets annuels redeviennent des budgets annuels et soient un peu moins impactés par les opérations qui se déroulent sur plusieurs années. Alors il y a les lotissements qui impactent, qui perturbent considérablement la lecture que l'on peut faire des opérations annuelles, mais il y a aussi une opération telle que le centre technique municipal, mais aussi et surtout le centre culturel que l'on va isoler en gestion à travers une technique budgétaire en autorisation d'engagement et crédit de paiement, enfin distinguant ce que l'on engage et ce que l'on paye l'année X, et donc pour retrouver là aussi plus de visibilité. Mais donc oui, il faudra effectivement, maintenant qu'on a à peu près une vision clair sur ce qui se passe ou ce qui peut se passer du côté des cessions et des recettes de cession, mais il faut conduire la même chose de l'autre côté, du côté des dépenses d'investissement, et cela nous aidera aussi, comme je le disais tout à l'heure, à maximiser les subventions, parce qu'elles sont sous plafond, les subventions, et donc il faut bien les répartir sur les différents exercices annuels pour être à chaque fois au sommet des possibilités de subvention. Voilà. Effectivement. Est-ce qu'il y a des questions sur ce débat, ou dans ce débat, des commentaires, Steven? Bon, sans micro, si... Je sais pas si ça s'entend, ouais, sans micro. Non, c'est bon. Ouais. Du coup, aujourd'hui, les investissements sont faits en fonction des différentes cessions immobilières qu'on a, à peu près. Est-ce que demain, on pourrait envisager une accélération au niveau des investissements, quitte à emprunter, ou alors le projet serait de ne plus avoir d'emprunt pour 2024 et ensuite avoir le budget qui se tient par rapport à ça? Là, si tu veux, il se trouve que en l'état actuel des choses, on partira avec 500 000 euros ou 600 000 euros de plus en début d'année. C'est pas désagréable de partir avec 600 000 euros de plus pour dépenser en investissement. Il se trouve aussi que les perspectives de cession sont relativement très importantes dans les années à venir. Parce que voilà, on a acheté dans le passé des terrains qui se trouvaient être maintenant en continuité d'urbanisation, et donc que l'on peut lotir. L'opération PEM, on a aussi eu à acheter un terrain, et il y en a un autre qui se présente pour 2022 pour une opération de lotissement derrière. Donc voilà, le sujet c'est bien entendu de saisir les opportunités foncières qui pourraient se présenter à nouveau, en dehors de celles
qui sont déjà connus pour continuer ces opérations d'aménagement à long terme. Mais le sujet, c'est surtout à court terme d'optimiser ce que l'on sait faire, avec les ressources que l'on a. On a un seul cadre du côté des services techniques. On a Sébastien plus Sébastien Pancolé, mais lui il est côté ateliers municipaux, donc on a un seul cadre. On n'a pas forcément les moyens ni l'usage d'en avoir un deuxième, et donc toute une partie du travail se règle aussi en fonction des capacités des services à faire. Parce que derrière ces opérations d'investissement, il y a toute une gamme de marchés publics. Les marchés publics, c'est une personne dans la collectivité. Alors, il y a la femme orchestre là qu'on a en face de nous, donc qui peut tout faire sur tous les sujets, mais en base, on est quand même aussi limité par notre ossature administrative. C'est pour ça que je disais, si on veut réaliser les opérations d'aménagement, celles-ci doivent être programmées dans la longue durée, parce que ça demande du temps. Sébastien André avait fait combien, Fabrice, 25 versions du lotissement des résidences de l'étang. Donc ça consomme un temps très important. Si on ne prévoit pas ce temps dans son temps de travail, on reporte dans la durée des opérations que l'on pourrait conduire. Et en fait, les perspectives sont beaucoup plus importantes sur le volet opération d'aménagement que ce que pourrait nous rapporter ponctuellement un emprunt. On est sur des sommes très, très conséquentes sur ces opérations de cession. Exemple, l'opération sur le lotissement de la Chartreuse, donc on va s'efforcer de conduire en 2022 pour l'achat du terrain et 23-24 sans doute pour la cession des terrains. C'est une opération qui nous fait reproduire ce qu'on a fait sur les résidences de l'étang en termes de montant. Donc c'est une opération très très conséquente sur l'équilibre global pour la commune. Et on dit comme ça, on en a plusieurs. Alors il ne faut pas, vous allez voir dans la construction budgétaire, au moment du vote du budget, pour équilibrer, il y a souvent 500 000, 800 000, ça dépend des années, euros d'emprunt pour équilibrer en recettes et en dépenses. On le met chaque année, on a emprunté depuis 2017, je crois, pour réaliser les résidences de l'étang qu'on a fait en budget annexe, et puis c'est ce fameux emprunt qui se termine dans 3 ans, et donc après il y a le choix, comme le disait Stéphane, de faire en régie toutes les études ou de les faire faire aussi. Si on fait faire, on va un petit peu plus vite, et si on va plus vite, forcément on va aussi passer aux dépenses. Donc c'est des arbitrages qu'on aura à faire, et les choses, on a la technicité en interne pour mener des projets. Et puis, typiquement sur le centre culturel, on est obligé de se faire accompagner. Enfin, c'est vraiment un sujet à part sur une réhabilitation de bâtiments. Enfin, même si on a la technique en interne, il n'y a pas qu'un dossier à la fois. Enfin, il y en a plusieurs à la fois. Et nos agents, nos services ont leurs limites. Mais l'emprunt, c'est pas un gros mot, c'est pas un mot tabou. En tout cas, on y viendra quand il y aura besoin, si besoin. Mais on peut penser qu'en 2024, on sera à zéro. S'il y a des cessions de terrain dynamiques, comme on l'espère, puisqu'on a des réserves foncières qui sont dans des endroits stratégiques de la commune, qui ont une valeur vénale au mètre carré qui peut apporter des recettes confortables pour les différents exercices budgétaires. Bon, on ne va pas emprunter si on n'a pas besoin. Hein. Non, ça doit être comme rare, une commune sans emprunt. Non, c'est... Non, mais on a calculé à hauteur de 3 millions, si tu veux, les sessions de 2022. Donc, voilà. Si on réalise cette opération-là, enfin, si on a évoqué l'autre fois les frais de géomètre qu'il y avait
à consentir très rapidement pour être en mesure de faire ces opérations-là. Donc 2022, c'est l'opération centre technique municipal, plus les débuts de l'opération centre culturel qui peuvent être pris en charge si on réalise ces sessions-là. Et derrière, il y a encore une fois une autre opération. Donc, et avec des annuités d'emprunt qui diminuent, donc ça peut ça. Je suis d'accord, mais c'est très bien. Il y a beaucoup de communes qui aimeraient être dans notre situation. Non, c'est clair. Communes ou entreprises, mais pour se comparer aux collectivités voisines. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur les orientations budgétaires? Donc on est dans un champ assez vaste, assez communal quand même, mais dans un champ des possibles. On va affiner tout ça et c'est pour ça que je vous propose un séminaire de travail. Donc on fera peut-être un vote pour choisir le meilleur moment de la semaine où le plus nombreux possible et ça vous... voilà, on trouvera le meilleur moment. Donc on passe au vote. Je vois pas de main qui se lève. Il n'y a pas de vote. Il est proposé de prendre acte du débat d'orientation budgétaire 2021. Et donc on ne vote pas le rapport. Non? On prend acte. Alors le point suivant, c'est en attendant le vote du budget, il est proposé d'autoriser le maire à engager liquide et mandater les dépenses d'investissement de l'exercice 2021. Stéphane? Alors, oui, donc même si le vote du budget interviendra, comme on l'a dit tout à l'heure, dès le 8 février, donc il est d'usage de permettre que les dépenses puissent néanmoins être engagées à hauteur de ce qui vous est indiqué dans le tableau, à hauteur de 25% de la somme représentée par le budget primitif et des décisions modificatives. Bon, il n'y en a eu qu'une, vous l'avez vu tout à l'heure. Donc que l'on puisse engager les sommes sur les différents chapitres au niveau qui vous est indiqué dans le tableau. Donc à hauteur au total de 1 193 370,40 €. Pour ce qui est des dépenses d'équipement, évidemment. Voilà, c'est pour ne pas stopper la machine en attendant le vote du budget. Donc comme on le vote tôt, ça ne va pas tellement être utile, mais certaines communes le votent en avril. Et vous avez vu ce qui s'est passé cette année avec les conseils municipaux qui ont été installés très tardivement, en juin ou en début juillet. Et ben, il y a eu une pause d'investissement puisque c'était prévu un quart. Et, donc voilà, donc c'est pour pas que la machine soit stoppée. On passe. Il y a des questions? On passe donc au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Nouvel intervenant, Bernard, pour une série de conventions, notamment la première locale pour la mise en souterrain des réseaux aériens de communication électronique d'Orange, établis sur des supports communs avec les réseaux publics aériens de distribution d'électricité. Nous sommes rue du Moulin de Treurou. La convention a pour objet d'organiser les relations entre Orange et la commune de Brest dans le cadre de l'enfouissement des réseaux aériens rue du Moulin de Treurou. Ces travaux consistent à effacer le réseau électrique et télécom de la rue du Moulin de Treurou au niveau de l'église Saint-André, permettant de terminer les travaux commencés en 2019. Le montant à la charge de la ville de Brest pour cette opération s'élève à 325,37 €. Une belle opération, dit l'adjoint en finance. C'est vrai que. Donc il s'agit de 2 poteaux béton qui. Tout le centre-bourg, l'enfouissement des réseaux est réalisé, sauf 2, qui sont à l'angle de la rue Saint-André et du début de la rue du Moulin. Et donc voilà, il reste à effacer ces deux poteaux. Donc c'est vrai que la part communale est inhabituelle. Hein. Habituellement, quand on passe une convention, on parle de dizaines ou centaines de milliers d'euros. Là, mais là, 325 €. Est-ce qu'il y a des questions?
Alors on passe au vote, donc je vous propose d'autoriser le maire à signer cette convention que vous avez en 14, en annexe 14 et 15. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Bernard, pour une autre convention avec Morbihan Énergie pour l'extension de la zone urbaine de réseau d'éclairage rue du Pont-d'Oire et création d'une nouvelle voie. Donc là c'est le PUP, hein. On en parlait tout à l'heure dans les orientations budgétaires. Donc, il convient par cette convention de fixer les modalités de financement et de confier aux SDEM le soin de réaliser les travaux dans le cadre de l'opération d'extension des réseaux d'éclairage rue du Pont-d'Oire. Les travaux consistent à viabiliser la future voie par la mise en place d'éclairage public qui va desservir à terme 2 lotissements sur sa partie ouest, ainsi que sur sa partie nord, le futur centre technique commercial. Municipal. Municipal, oui, pour commercial. L'estimation prévisionnelle s'élève à 1 300 € hors taxe, soit 1 560 € TDC. Donc il est proposé d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention si annexée, trouvée en annexe 16. Question, donc on est rue du Pont-d'Oire, c'est le projet urbain partenarial, on en a parlé tout à l'heure dans les orientations budgétaires. Donc c'est la voie qui va desservir le futur centre technique municipal et qui dessert aussi 2 lotissements. Voilà, et donc l'éclairage public qui... J'ai une question. Oui. Mais cette voie-là, elle va être faite avant 2024 ? Eh ben, on s'est engagé dans le contrat à la réaliser pour juin 2021 en voirie provisoire. Donc c'est pour ça qu'il faut conventionner pour que dans la voirie provisoire, on puisse y mettre les fourreaux électriques. Il faut mettre je crois que c'est 2 mâts d'éclairage public ou 3, je ne sais plus Bernard. L'étude, je crois que c'est 2. Moi, je ne sais plus. Non, ça sera, oui, ça sera fait c'est une délibération que nous avons votée. Hein, on s'est engagé à réaliser les travaux pour le 30 juin prochain, en 6 mois. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Le point numéro 16, Bernard, convention avec Morbihan Énergie pour les réseaux télécoms, donc au même endroit. Toujours pour la même voie. Cette convention a pour objet de fixer les modalités de partenariat avec le syndicat maître d'ouvrage dans le cadre de l'opération de pose de fourreaux des réseaux télécoms pour la création de la nouvelle voie rue du Pont-d'Oire. Donc, il est proposé d'autoriser M. le maire à signer la convention si annexée, vous trouvez en annexe 17. D'accord, donc on est au même endroit, donc un autre opérateur pour les réseaux, mais il faut conventionner et nous devons délibérer. Il n'y a pas de questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Donc une autre convention avec Morbihan Énergie pour la pose de fourreaux télécom, rue du Pont. Oui, c'est ça, pour la nouvelle voie également. Toujours pour la même voie. Donc, il convient par convention de fixer les modalités de financement et de confier au SDEM le soin de réaliser les travaux dans le cadre de l'opération de pose de four des réseaux de télécom pour la création d'une nouvelle voie rue du Pont-d'Oire, la même voie. Donc, l'estimation prévisionnelle s'élève à 10 400 € par taxe, soit 12 480 € TDC. Donc, il est proposé d'autoriser le maire à signer la convention. Si annexé, vous trouvez en annexe 18, avec le syndicat Morbihan Énergie. Voilà, on continue, on passe au vote. Enregistrer les deux avec les représentants du conseil municipal des enfants. Donc il y a eu un enregistrement qui a eu lieu samedi avant-hier. Et il y avait aussi un traducteur langue des signes qui était près de moi pour les personnes qui pourront, à partir du 4 janvier, visionner cette vidéo qui fait moins de 10 minutes avec les enfants qui interviennent aussi sur l'année particulière que nous avons traversée.